Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terres et Vignes, un magazine mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Vous le savez, aujourd'hui nous évoquons un thème important, l'aube et les pesticides. Avec nos invités, nous verrons que des Aubois s'engagent au niveau local et national sur ce sujet afin de trouver un consensus. Nous les entendrons aussi afin de faire le point sur l'usage des pesticides dans le département. Pour quelles raisons, de quelle manière et avec quels enjeux? Avant de commencer l'émission, je vous propose une brève animation afin de se familiariser avec le vocabulaire spécifique de ce thème. Dans la famille des pesticides, en agriculture, on parle plutôt de produits phytosanitaires, dits les phytos. On distingue trois principaux types de produits phytos, les herbicides contre les adventices, les insecticides contre les insectes ravageurs, les fongicides contre les maladies et champignons, et il en existe beaucoup d'autres très ciblés. Leur autorisation d'utilisation et leur dosage est strictement réglementé. En fonction de la cible, leur application peut s'effectuer soit en préventif, soit en curatif. Il existe de multiples modes de fonctionnement. Par exemple, pour les herbicides, les antigerminatifs, racinaires systémiques, foliaires de contact, foliaires systémiques. Ces produits phytosanitaires sont soit d'origine naturelle ou surtout synthétique. Leur influence et leur dosage peuvent varier en fonction de la météo, des rotations des cultures ou encore du travail du sol. Et donc on l'a bien compris dans le film que vous avez préparé, Christian, on parle de produits phytosanitaires, c'est le vocabulaire très précis qui va être le fil rouge de notre émission, hein, c'est ça. Exactement. Pour en parler, Didier Marteau, localement nous vous connaissons comme le président de la Chambre d'agriculture de l'Aube, vous êtes aussi l'un de ces acteurs au bois qui agissent au niveau national depuis 10 ans pour une concertation dans les actions autour de l'usage des phytos. Tout a commencé en 2007, sous le gouvernement Sarkozy. Le Grenelle de l'environnement, on s'en souvient, prévoit de baisser de 50% les phytos. Quel a été votre rôle? Convertir cette volonté politique en programme concret, peut-être? Oui, ça démarre surtout d'une mauvaise idée qui était celle de taxer la fameuse RDP, la taxe sur les phytos, la redevance pour les pollutions diffuses. Et j'avais expliqué à l'époque au gouvernement, à M. Barnier qui était ministre de l'Agriculture et à l'équipe autour du gouvernement, de dire que ce n'est pas en taxant qu'on va régler le problème, c'est parce qu'on va trouver des solutions, des alternatives, qu'on va faire de la recherche, qu'on va essayer de faire de la formation et qu'on va aussi expérimenter sur nos exploitations en essayant de convaincre les agriculteurs de démarrer. Tout démarre de là avec un projet qui s'appelle Ecophyto et qui a démarré avec surtout de l'observation sur le territoire, des bulletins de santé végétaux, pour indiquer aux agriculteurs comment ça allait et comment il faut essayer de pratiquer. Justement, vous parlez des bulletins de santé végétaux, mais je crois que le ministère de l'Agriculture, à ce moment-là, a arrêté les observations des végétaux pour faire des contrôles, et à votre grand regret, je crois. Et là, vous avez voulu relancer ces bulletins de santé végétaux, mais de quelle manière et dans quel but? À quoi ça sert en fait? Tout à fait. C'était la PV, la protection des végétaux, qui a organisé ça au niveau du ministère et décidé du jour au lendemain de dire ces gens-là vont plus faire de protection, c'est-à-dire d'observation, mais vont faire du contrôle. Bon, très bien, c'est pas de notre sort, c'est une décision gouvernementale. Et du coup, on a relevé le défi en disant, bah, écoutez, nous, on est prêt à le faire. Donc, autour des chambres qui ont coordonné, les chambres régionales, et avec l'ensemble des organisations professionnelles, les coopératives, les institutions, les groupes de développement, les CETA, et tous ceux qui, même des agriculteurs dans certaines régions, pouvaient faire l'observation. Cette observation a été mise en commun pour voir quels étaient les seuils de nuisance, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment d'impact de maladies, de pucerons, de papillons qui peuvent entraîner une perte de rendement. Et à partir de ces moments-là, on essayait de transmettre aux agriculteurs les bonnes données, s'il fallait qu'ils interviennent ou pas surtout, et pour essayer de réduire les interventions. Vous avez poursuivi vos actions avec de la formation, ça s'appelle Certifito, c'est une sorte de permis d'utilisation des produits phyto. Ça concerne les agriculteurs, les distributeurs, les conseillers, les entrepreneurs de travaux. Combien de personnes ont pu suivre ces formations et dans quel but exactement? 540 000. Ah oui. 540 000 en quasiment 5 ans. Ça comprend bien sûr les agriculteurs, 300, 320 000, mais aussi les utilisateurs, c'est-à-dire les collaborateurs, les salariés du monde agricole, mais aussi des collectivités,
tous ceux qui, normalement, de près ou de loin, utilisent les phytos. Même aujourd'hui, normalement, le jardinier devrait avoir son certificat. Et surtout, demain, on veut essayer de l'améliorer pour que ce soit plus simplement un produit, mais surtout à utiliser les bonnes pratiques, les bons moments, la météo. La nuit, on sait qu'on pourrait réduire les doses facilement parce que l'hygrométrie, le vent, la condition est parfaite et donc on peut réduire les doses. Autre action, en 2010, je crois, vous participez au lancement du réseau Ferme Défi. Alors l'idée consiste, vous me corrigez, à rendre acteurs les agriculteurs dans la démarche de recherche de solutions. Alors là, je me pose la question, mais il existe l'INRA qui est faite pour ça. Pourquoi ce choix? Mais parce que moi je pense que, vous savez, quand un matériel, une voiture neuve sort, on la met à l'expérimentation chez des usagers qui lui va le tester pendant 1 an ou 2 et va dire cet usager et l'agriculteur pour le matériel, cette manette-là elle est mal placée, vous devriez prendre telle ou renforcer telle. Eh bien, les agriculteurs sont les meilleurs observateurs et des gens qui pouvaient nous proposer, donner des solutions. Et en effet, après 8 ans, on arrive à 270 systèmes ou trajectoires qu'on appelle, qui permettent de se pallier, d'éviter les phytos. Alors il n'y en a pas assez, il en faudrait beaucoup plus parce qu'il y a les herbicides, il y a les insecticides, les fongicides pour les maladies. C'est beaucoup d'autres choses que simplement l'observation et la technique. C'est aussi des rotations sur plusieurs années, c'est des variétés plus résistantes. C'est un ensemble de choses qui feront qu'on va arriver à réduire sensiblement. Et on est quand même déjà bien parti, en particulier sur ces fermes défis. Un combat de 8 ans, hein, vous l'avez dit. Alors sous le gouvernement Hollande, votre application a continué avec Ecophyto 2, avec des diagnostics d'exploitation, des créations de groupes, avec des objectifs de réduction. Je crois que ça a concerné jusqu'à 30 000 exploitations, hein, c'est ça? Non, pas encore. Non, pas encore. C'était 3 000. Les fermes défis, c'est 3 000. Et l'objectif qu'on a essayé de faire lorsqu'on a fait le bilan, et on a vu avec M. Dominique Potier, un député de Meurthe-et-Moselle, comment on pouvait essayer de transférer. Le transfert de ces techniques, eh bien, c'était de dire pourquoi pas passer de 3 000, qui est 1% des agriculteurs, à 30 000, qui est 10% des agriculteurs. Voilà, ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et maintenant, nouveau gouvernement Macron, comment votre implication sur les phytos continue-t-elle? Écoutez, j'étais ce matin devant 4 ministres, parce que maintenant, c'est plus seulement le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement, c'est le ministre de la Recherche et de la Santé. Donc les 4 ministres étaient là ce matin pour justement nous auditer et voir devant une salle de 300 personnes. J'ai pu intervenir en premier pour dire qu'on était prêt à continuer à s'engager parce que on a planté des arbres qui commencent à donner leurs premiers fruits. Et c'est pas le moment de s'arrêter. Ça, je crois que tout le monde en est conscient. La deuxième chose, c'est qu'il faut du temps. Et ça, c'est aussi maintenant en train de s'intégrer, même avec M. Hulot qui nous a répondu. Et la troisième chose, c'est qu'il faut aussi éviter les distorsions de concurrence. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les pays européens, quasiment, n'ont pas les mêmes règles et utilisent des produits qu'on nous interdit déjà depuis 2, 5, 10 ans. Et ça, c'est un gros problème. Voire d'importer des produits qui ont été traités alors que nous, on n'a pas le droit de les utiliser. Pour un exemple simple, les OGM aujourd'hui rentrent alors que nous, on n'en a jamais utilisé, on n'utilise pas. Vous voyez, c'est quand même des distorsions de concurrence graves qui mettent l'agriculture en difficulté. Donc il faut faire prendre conscience à nos dirigeants qui, eux, le veulent, avec la pression sociétale, qu'on comprend bien, réduire les phytos, mais il faut qu'on soit aussi à armes égales par rapport à nos concurrents qui viennent sur nos marchés et qui nous posent des gros problèmes. Christian, on l'a vu, hein, depuis 10 ans, Didier Marteau intervient au niveau national au sujet des phytos. Dans l'Aube, il n'est pas le seul. Oui, autre action en cours, pleinement, il s'agit du député Gérard Menuel. Il est rapporteur de la commission phytopharmacie. Alors ce groupe de travail doit faire un état des lieux des pratiques agricoles et émettre aussi des propositions. Plus de détails grâce à ce reportage. Le député au bois Gérard Menuel est l'un des rapporteurs de la commission phytosanitaire. À la demande de l'Assemblée nationale, cette commission doit faire le point sur l'usage des phytos. Pour cela, la délégation est allée à la rencontre des agriculteurs afin d'observer les différents types de pratiques agricoles. Orienter par exemple une grande partie des agriculteurs vers le bio, ça pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions par rapport aux importations qui ne seraient pas forcément aussi propres en termes de production. Si jamais le prix du bio se rapproche du conventionnel, on risque d'envoyer des agriculteurs vers les difficultés. On a eu également des agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation, qui permet également d'avoir des effets très positifs sur l'environnement. Mais par exemple, on est obligé de passer à dose très faible du glyphosate. C'est-à-dire que c'est un dossier très très compliqué. On ne peut pas traiter ce problème-là d'un trait de plume ou d'une seule phrase. La commission recommande de réinvestir dans la recherche. On ne pourra pas se passer, je le dis clairement, de la chimie.
parce que la chimie, c'est un apport important pour l'agriculture. Par contre, il faut travailler sur des molécules qui ciblent mieux le pourquoi du traitement à un moment donné chez l'agriculteur. Donc ça veut dire que là derrière, il nous faut de la recherche. La prochaine audition se déroulera auprès des instances européennes à Bruxelles, notamment à propos des accords de libre-échange. Ces pays vont se mettre à produire suivant des normes qui seraient beaucoup moins protectrices de leur environnement, et ça pourrait amener dans l'assiette des Français des produits tout à fait indésirables. Un exemple, il y a une ONG qui a analysé les produits pour les petits déjeuners. Il y en a certains qui dépassent les normes. C'est des céréales produites à partir de céréales importées. Au niveau de Bruxelles, on ne peut pas avoir de discours. Les propositions de la Commission doivent aboutir à un consensus réalisable. Le rapport sera remis fin mars, début avril. On se retrouve dans quelques instants. Nous continuerons à évoquer ce dossier spécial sur les phytos. À tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. De retour sur le plateau de Terres et Vignes, dossier spécial sur les phytos. Je vous propose un constat terrain avec vous, Christophe Pron. Vous êtes le trésorier de la FDSEA de l'Aube. Vous connaissez bien ce sujet. En préparant l'émission, vous avez dit à Christian que vous aviez le sentiment d'être au banc des accusés, au-delà du bio, point de salut, et que ça commençait à vous énerver. Oui, on est pas mal. Ici avec moi, ça ne serait pas un souci, mais on est pas mal. J'ai vérifié ça lors de l'Assemblée Générale de mon groupement de développement où on était une cinquantaine d'agriculteurs réunis. Et beaucoup partageaient ce malaise de dire mais c'est fou, depuis l'automne, depuis les États généraux de l'alimentation, comment on est mis sur les bancs des accusés, notamment par certains médias nationaux. Et puis n'importe qui s'arrive en expert pour dire, même les maires adjoints de la mairie de Paris, pour dire même les inondations, c'est de la faute à l'agriculture conventionnelle. Tout est de la faute de l'agriculture conventionnelle. Alors nous, on a une approche qui n'est pas du tout celle-ci, qui n'est pas clivante par rapport au bio. Nous, on pense qu'au contraire, on peut améliorer les choses à partir des techniques pratiquées par les agriculteurs bio et qu'on n'a pas à opposer les choses comme ça de façon un peu dogmatique. Autre élément du malaise, vous avez le sentiment, vous m'avez dit, d'être prise en tenaille, notamment avec de la concurrence déloyale. Ça a été un peu évoqué. Alors, déjà, dans le principe, moi je suis affreusement contre les accords de libre-échange, parce que je trouve que c'est nivelé tout par le bas, et qu'évidemment, d'un continent à un autre, il y a quand même des différences, même d'un pays à un autre. Mais précisément, quelle concurrence déloyale ? Précisément, on vient de... L'Europe, donc l'État français, vient de valider la signature d'un accord de libre-échange avec le Canada, ça s'appelle CETA, cet accord, et les conditions de production au Canada ne sont pas les mêmes. Il y a 46 matières actives, par exemple, qui sont interdites en Europe et en France, qui sont permises, qui sont autorisées au Canada. On a déjà une restriction de la consommation de viande bovine. Je ne vois pas pourquoi on viendrait ajouter 100 000 tonnes par an à droit zéro qui viendraient du Mercosur, de l'Amérique du Sud.
Donc ces produits, on les retrouve dans nos assiettes? Ah bah fatalement, oui, forcément. Et ça a une incidence économique pour vous? Ils sont plus concurrentiels que vous, du coup? Ils sont forcément plus concurrentiels parce qu'ils ont accès à un panel de matières actives plus large, qui sont moins chères, au moins 10 ans. Question naïve, finalement, pourquoi arrêter les phytos, c'est si compliqué? Parce que c'est notamment choisir des variétés, des espèces, plusieurs espèces de cultures sur son exploitation, on le fait déjà, contrairement à ce qu'affirment un certain nombre de personnes. Choisir des variétés moins sensibles aux maladies, ça évolue d'année en année et les sélectionneurs nous aident à avoir ce recours à des semences qui sont moins sensibles aux maladies. Donc vous dites qu'on peut faire des efforts. Okay. Oui, et on les fait. Par contre, c'est vrai que le désherbage, ça reste une affaire très difficile. Parce que en année sèche, vous allez pouvoir plus facilement passer la RC-tri et avoir de bons résultats qu'en année humide, eh bien, vous passez la RC-tri, il pleut derrière et votre mauvaise herbe repart aussitôt. Vous dites qu'à un moment, c'est un passage obligé et que c'est impossible de faire sans. Justement, pour compléter le témoignage de Christophe Pron, Christian, vous êtes allé voir un agriculteur qui expérimente d'autres pratiques, comme ça l'évoquait, afin de faire baisser l'usage des phytos. Oui, il répond à des questions essentielles, finalement, les questions du grand public. Cet agriculteur, c'est Ghislain Guinaud, il habite à Bagnols-la-Fosse. Alors, il applique les techniques dites de conservation du sol. Alors, pour quels résultats et de quelle manière, je propose tout simplement de l'écouter. Installé depuis 2010 à Bagnols-la-Fosse, l'agriculteur Ghislain Guinaud a bien voulu répondre à des questions sur les phytos. Avez-vous vraiment besoin d'utiliser les phytosanitaires ? Ou est-ce vraiment une question de rendement? Les produits phytosanitaires que j'utilise sont utilisés dans un but sanitaire. C'est vraiment l'objectif, c'est de conserver une qualité parfaite de nos produits, sortir des produits agroalimentaires de qualité et qui soient sains pour le consommateur. Après, ça permet aussi de préserver le potentiel de rendement de nos sols. C'est vrai que les années humides, on a tendance à utiliser un petit peu plus de produits phytosanitaires pour gérer les maladies qui se développent plus facilement dans ces années-là. Est-ce que tous les agriculteurs passeront au bio? En ce qui me concerne, je ne pense pas. Je pense que on va avoir une cohabitation des deux marchés pour diverses raisons, par rapport à des attentes sociétales, par rapport à des évolutions de pratiques et des évolutions de techniques. Mais je ne vois pas une seule agriculture en France qui serait uniquement biologique. Un passionné, Ghislain s'intéresse à tous les types de techniques agricoles. Lui a choisi la conservation des sols, il limite le travail du sol et par exemple utilise des couverts végétaux lorsqu'il sème. On est sur une parcelle d'orge d'hiver qui a été semée en direct dans un couvert de févrole qui faisait presque 1 mètre de hauteur. L'incidence, elle est multiple. La première, c'est qu'en couvrant le sol, on diminue la capacité des mauvaises herbes à germer. On vient créer une concurrence à la lumière, ce qui permet de diminuer la pression herbicide. On offre aussi un abri aux insectes auxiliaires dont on a besoin pour gérer les pressions des insectes qui sont néfastes à la culture en place. Sur son exploitation, selon les années, Ghislain utilise entre moins 30 et moins 40% de phyto par rapport à la moyenne régionale. Je diminue ma consommation d'herbicides. J'ai supprimé, même si j'étais relativement peu utilisateur avant, j'ai presque supprimé ma consommation d'insecticides. Donc je suis sur une voie qui me plaît. Ghislain n'est pas le seul à avoir choisi cette technique. On est dans un développement exponentiel des surfaces qui sont maintenant menées en agriculture de conservation des sols. Ici, des turicules de vers de terre qui mélangent la matière organique à l'intérieur du sol. Pour Ghislain, sa démarche s'inscrit à long terme. L'objectif, il est clairement d'avoir une vision plus durable et moins dépendante de la chimie. Aux alentours de moins 50%, ça me plairait bien. Mais on ne peut pas gommer qu'on a un métier qui dépend grandement des conditions climatiques. Et donc, il faut savoir en tenir compte. Christophe Pron, on voit dans ce reportage qu'il y a beaucoup d'efforts de fait de la part des agriculteurs. Alors je fais le naïf dans cette émission et je me disais, cette impression au-delà du bio, point de salut qui vous énerve, je me disais, pourquoi ne pas basculer dans le bio finalement? Et ça solutionnerait les choses? Alors, on est beaucoup d'agriculteurs à se poser la question, à s'intéresser de près, à faire venir le conseiller bio pour voir ce que ça donnerait. Mais n'empêche que à l'heure actuelle, les aides à la conversion des producteurs bio ont 2 ans de retard par manque de financement. Donc ça poserait déjà un problème majeur de capacité à aider les agriculteurs à passer en bio. Et d'autre part, il est clair qu'on a 5% de la superficie en bio de nos jours. Si on doit passer les 95% en bio du jour au lendemain, le marché du bio explose. Ça veut dire que personne ne gagne sa vie en bio et ça serait contre-productif. Donc vous dites que ce n'est pas une solution à court terme.
Et finalement, question essentielle, est-ce que les traitements que vous appliquez aujourd'hui sont les mêmes que ceux des années 50 où on a commencé à utiliser les phytos? Non, tout a beaucoup évolué. Je ne sais pas s'il existe encore une matière active qu'on utilise aujourd'hui alors qu'on l'utilisait en 1950. Les produits, on a baissé l'utilisation depuis les années 2000 à peu près 50% du volume d'utilisation des produits phytosanitaires, d'une part, et on les utilise complètement autrement, on ajuste beaucoup plus les conditions, elles sont d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue d'optimisation du fonctionnement de nos fermes. Et puis aussi, il y a eu une procédure de réhomologation des produits qui fait que tous les produits les plus dangereux, les plus impactants sur l'environnement ont été quasiment retirés. Merci Christophe, bon, c'est très clair. À présent, Christian, une petite respiration dans cette émission avec un agriculteur récompensé par le prix des jeunes agriculteurs 2017. Oui, il s'agit de Clément Bécard qui a été récompensé en décembre dernier par le prix des GIA. Donc, après plusieurs années de préparation, j'insiste sur ce côté-là, il a pu concrétiser son projet et rejoindre l'exploitation familiale. C'est tout simplement une fromagerie qu'il a montée. Et on va voir pourquoi il a eu ce projet et comment il a pu le réaliser. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Clément Bécard, donc je suis le lauréat du prix du jeune agriculteur 2017. Ici on se trouve à Ménil-Saint-Loup, sur une ferme de polyculture élevage, donc où sont installés mes parents et mon frère. Moi je me suis installé en novembre 2015, donc la structure ne permettait pas d'installer un nouvel associé si on la laissait telle qu'elle était. Conjoncture laitière avec des prix assez bas. Mon but moi c'était de créer un atelier de transformation pour pouvoir transformer notre lait en divers produits laitiers. Donc la nouvelle activité consiste à prendre donc le lait de la laiterie et à le transporter à la fromagerie pour que je puisse transformer le lait en divers produits laitiers. Le produit phare actuellement c'est la tome qui pèse environ 2 kg, qui demande 2 mois d'affinage. On propose aussi des faisselles, crème fraîche crue, le beurre, doux et demi-sel. On propose aussi des fromages frais, donc au lait cru. Le dernier produit qu'on propose aussi qui marche très bien aussi, c'est les yaourts. Donc tous les produits qu'on propose ici à la vente donc, sont fabriqués donc, dans la salle de fabrication ici, donc par mois. J'ai fait le choix de cette diversification pour pouvoir donc, valoriser au mieux notre lait. Valoriser, c'est pouvoir tirer un meilleur prix au litre de lait. Sans cette nouvel atelier, non, j'aurais pas pu travailler ici. Vous ne voyez pas agrandir le bâtiment. Avec la conjoncture actuelle, se dire voilà, on fait plus de lait, mais avec les prix payés aux producteurs, ça ne permettait pas de faire ça. Donc pour faire ça, j'ai fait une formation d'alternance dans le Jura. Donc cette formation m'a permis d'apprendre à transformer donc les produits laitiers. C'est pas parce qu'on est éleveur laitier qu'on s'improvise fromager. J'avais déjà ce projet-là depuis 2010 quand j'ai commencé à faire ma formation. On peut voir différents sets d'affinage des tomes. Donc celles-ci par exemple qu'on voit, elles ont été faites hier, donc elles sont blanches. Pour obtenir cette couleur, donc je la frotte donc avec de l'eau salée tous les 2 jours, donc avec un ferment. Il faut savoir démarcher les clients. Ça représente 3 métiers. Produire, transformer et vendre. Les projets par la suite, donc ça sera de développer, donc là je suis actuellement en train de développer donc des crèmes dessert et donc après par la suite on pense déjà développer un nouveau fromage donc, qui demandera forcément un agrandissement de la fromagerie. Donc on ne peut pas affiner 2 fromages dans la même cave, sinon ça mélangerait les fleurs d'affinage. Donc ça a été un choix payant dès le départ. Le bouche-oreille a très bien fonctionné, les gens sont tout de suite venus. On avait comme prévision de transformer 50 000 litres de lait au bout de 5 ans. Et actuellement, donc dès la première année, on a dépassé les seuils des 50 000 litres de lait, on a transformé 75 000 litres de lait dès la première année et c'est encourageant pour la suite. C'est une prise de risque au départ parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Ça a surtout permis de créer mon emploi. Donc on est content que aujourd'hui ça fonctionne puisque je suis embauché, je travaille à temps complet sur la fromagerie, qu'il y a même quelqu'un qui vient m'aider occasionnellement pour la fabrication de yaourts et puis pour la préparation de commandes. Je vous attends donc pour retrouver nos produits ici dans notre magasin, donc à Ménil-Saint-Loup, tous les jours donc de 17h à 19h et le samedi de 10h à midi. Didier Marteau, ce reportage il est à l'image du monde agricole, l'envie d'évoluer, d'innover, de changer, tout autant dans la vente directe que dans les phytos finalement. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, en particulier les jeunes, ils cherchent des solutions, essayent de trouver par rapport à la baisse des prix, par rapport à la concurrence des marchés extérieurs, de diversifier. Alors ça peut être comme cet exemple, mais ça demande quand même des moyens. Attention, des compétences qui sont multiples, un réseau, et tout le monde ne peut pas le faire. Et là, la Chambre d'agriculture accompagne, conseille, et on met des moyens pour aider ces agriculteurs-là. Après, ça peut être aussi des groupements, le drive fermier, où on regroupe pour les agriculteurs. Ça peut être de la production nouvelles, le chanvre, le sainfoin, mais la lentille. Un agriculteur vient de se lancer dans la pâte fraîche. Voilà, il y a plein d'idées qui émergent. Il faut faire attention, parce qu'il ne peut pas y avoir non plus 50 producteurs de
de production en lait, par exemple, ou en fromage. Mais je crois qu'il y a encore de la place pour des projets un peu innovants, des projets où on y va avec son cœur, avec ses tripes. Mais attention, avec des moyens financiers, avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de professionnalisme, ça ne s'improvise pas. Et la Chambre peut accompagner ces projets. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission et on vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes agricoles. Au revoir.